Plus de 3 décennies après la conférence nationale, que reste-t-il de ses idéaux, de ses promesses et de son souffle démocratique? Aujourd'hui, certains parlent d'héritage, d'autres de cendres encore fumantes. Plongeons ensemble au cœur de cette réflexion. Pour plus d'informations, abonnez-vous, likez et activez votre cloche de notification pour ne rien rater. Que celui qui m'a nommé a été lui-même arrêté pour être poursuivi devant ce tribunal. Mettez-vous à ma place, 25 ans. Et lorsque j'ai demandé à savoir pourquoi il est arrêté, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce que je dois dire au tribunal, le chef du gouvernement d'alors m'a dit « Ne vous en faites pas, ne vous inquiétez pas. Demandez seulement qu'il soit condamné à 20 années de prison, il sera condamné à 20 années de prison. » Oui, c'est l'histoire du Bénin, ça. Et je l'ai écrit dans un bouquin, dans 2 bouquins même, vous les verrez. 25 ans. Je me présente au tribunal. Je dis d'abord au chef du gouvernement de l'époque, il n'y a rien dans le dossier, il m'est difficile de requérir sa condamnation à 20 ans de prison, il n'y a rien. Même pas un procès verbal. Sauf la lettre par laquelle vous me demandez de le poursuivre. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé là-bas. J'ai lu la lettre que le Premier ministre de l'époque m'a adressée en tant que procureur de la République et commissaire du gouvernement. J'ai lu sa lettre en disant, voilà, il m'a demandé de requérir 20 ans de prison. Et quand j'ai eu fini, j'ai dit, la plume est serve, la parole est libre. Je suis tenu de lire ce que vous m'avez donné comme instruction, mais je suis libre de ma parole de dire ce que je pense. Et j'ai dit ce que je pense. J'ai dit qu'il n'y a rien dans le dossier qu'il faut appliquer ce terme. Le tribunal était composé d'un magistrat président et de 6 officiers qui avaient, bien entendu, reçu des instructions avant de venir. Et lorsque j'ai eu fini, que les avocats ont eu plaidé, ils se sont retirés, et puis au bout de 15 minutes, ils sont revenus. 20 ans de prison. 20 ans de prison. Mais, mes amis, qu'est-ce que j'ai fait? Le jour même, j'ai donné ma démission de ce tribunal. La conséquence a été qu'à l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux, bien sûr. Il n'y avait pas d'iPhone. Mais ça, c'est sûr. L'opinion publique n'a pas approuvé. Et finalement, le tribunal a été dissous. Et le commandant Chassme a été libéré. Voilà le Bénin en 1967. Pas d'état de droit. Souhaitez-vous que je vous donne encore d'autres exemples? Est-ce que vous le souhaitez? Bien, alors je vais vous donner un autre exemple. Deux ans après, j'ai dû démissionner évidemment de la magistrature, je me suis installé comme avocat. Et 2 ans après, le Premier ministre qui m'a instruit de faire condamner son collègue à 20 ans de prison a été lui-même arrêté pour complot contre la sûreté de l'État. Et un tribunal, bien sûr, a été constitué pour le juger. Moi, j'étais déjà avocat, ça ne me concernait plus. Mais j'étais à mon cabinet lorsque Chassme, sa victime, est venue me voir. Elle m'a dit, maître, je suis venu vous remercier encore une fois. Grâce à vous, j'ai été libéré, j'ai retrouvé mon grade, je fonctionne.
Et voici qu'un tribunal vient d'être constitué et le gouvernement m'a nommé président de ce tribunal pour juger celui qui m'avait fait condamner. Ce n'est pas une fable, c'est l'histoire du Bénin. Je l'ai écrit dans un bouquin. Je dis, ah bon? Ils vous ont nommé? Il dit, oui, ils m'ont nommé. Je ne veux pas le rater, celui-là. Je dis, mon cher ami, attention. Ceux qui vous ont nommé savent que vous avez une dent contre l'ancien Premier ministre, qui est le colonel Kouandété, puisqu'il faut l'appeler par son nom. C'est parce qu'ils savent que vous avez une dent contre lui qui vous ont nommé, pour que vous puissiez lui rendre la monnaie de sa pièce. Ne le faites pas. Refusez de le juger. J'ai cru le convaincre. Et il m'a quitté en me promettant qu'il n'acceptera pas de présider ce tribunal. Malheureusement, le lendemain, quand la radio a annoncé la composition du tribunal, il était bel et bien le président. Et ils ont condamné Kouandété à la réclusion criminelle à je ne sais combien d'années. Il s'est vengé. Et si Kouandété a retrouvé la liberté, c'est parce que quelques mois après, il y a eu un autre coup d'État, celui du général Kérékou, qui l'a sorti de prison. Voilà à peu près ce qu'était le Bénin politique à ce moment-là. Le général Kérékou est arrivé au pouvoir, a formé le gouvernement militaire révolutionnaire et il y a eu ce que nous savons, l'option marxiste-léniniste. Ça nous a séduit pendant un certain temps, mais nous avons vite déchanté. Déchanté parce que les pratiques du gouvernement n'étaient pas compatibles avec notre idéal, qui était un idéal de liberté, un idéal de démocratie, mais aussi un idéal de progrès. Je suis resté avec ce gouvernement, enfin, je suis resté dans mon cabinet, j'ai travaillé, jusqu'au jour où encore une affaire arrive, qui s'appelle l'affaire Kovacs, un opérateur économique qui avait mouillé toute l'administration, tout le ministère des Finances pratiquement du Bénin, et qui s'est trouvé pris dans une affaire de corruption dans laquelle beaucoup de nos cadres de l'époque étaient impliqués. Cela a entraîné des tiraillements au gouvernement, au point que l'un des ministres a cru pouvoir faire justice, faire aussi une tentative de coup d'État pour renverser le président Kérékou. De sorte que la danse aurait continué. Mais le président Kérékou a résisté. Il est resté. Quand il est resté, le retour de manivelle a frappé. Et certaines personnes, certains cadres ont été accusés de complot contre la sûreté de l'État pour avoir accusé, entre autres, le président Kérékou d'être dans cette machine de corruption. Et me voilà, pauvre avocat, dans mon cabinet, à qui on demande de défendre l'un des accusés. C'est mon rôle, c'est mon job. Je vais chercher le dossier, j'arrive, en me disant qu'il n'y avait aucun problème pour que je fasse mon boulot d'avocat. Dans l'avion même, je suis arrêté. Dans l'avion même, je suis arrêté. Et il m'a demandé de remettre le dossier que j'ai en main. Je me suis retrouvé prisonnier comme ça. Vous savez, quand on est prisonnier politique, le premier devoir qu'on a, c'est de s'évader. Ah oui, c'est la prison politique,
Votre premier devoir, c'est de vous évader. Je suis resté enfermé pendant quelque temps, j'ai mijoté. J'avais également des complices dehors, à l'extérieur. Nous avons mijoté quelque chose, ça a marché, je me suis évadé. C'est grâce à cette évasion que nous voyons aujourd'hui en train de vous parler. Sinon, je serais mort depuis. Voilà mon vécu. Je me suis évadé, mais bien sûr, je ne pouvais pas rester au Bénin. Je me suis exilé. Je suis parti. Ça a duré 15 ans. 15 années d'exil. Et pendant ces 15 années d'exil, le régime du président Kérékou était toujours là. Donc impossible de revenir. Je vous dis tout ça pour que vous voyez la genèse de la conférence nationale. Nous étions nombreux en exil. C'est une dure épreuve, l'exil. Il n'y a pas d'exil heureux. Je me suis installé avocat ailleurs, j'ai gagné ma vie correctement, 10 fois plus que je gagnais ici. Mais mon pays me manquait. Et c'est comme ça qu'au niveau de certains groupes d'exilés, en collaboration et en coopération avec un certain groupe de Béninois qui sont à l'intérieur, nous avons commencé à mijoter l'idée d'un retour des exilés, d'une libération des prisonniers politiques, d'une table ronde, d'une conférence nationale qui permette de mettre tout à plat, de s'asseoir ensemble et de voir ensemble ce qui nous divise. Ah, ce n'était pas une histoire facile. Je le dis à vous les jeunes, parce que vous croyez, quand on dit conférence nationale, vous avez cru, vous croyez que c'est un dîner de gala. Voilà, ces gens-là, ils ont mangé, ils sont revenus. D'autres fois, tu es forcément dedans, tu es condamné à mort. Mais, en relation avec ceux qui sont ici, en relation avec ceux qui sont en exil, nous avons dit, mais si on reste dans la logique d'un coup d'État pour renverser ce régime, on va à l'échec. Ils sont là depuis 15 ans. Ils ont tous les rouages entre leurs mains. Il y aura des morts pour rien. Il vaut mieux s'approcher d'eux. Il vaut mieux leur parler. Il vaut mieux les convaincre que le pays, ça ne marche pas. Et que si ça ne marche pas pour eux, ça ne marche pour personne. Voilà comment la conférence est née. Alors, il y a eu des émissaires. Moi, j'étais tantôt au Gabon, tantôt à Paris. Le président Kérékou envoyait des gens, parce que je ne pouvais pas rentrer. Il y avait Adjovi qui a fait la conférence de Versailles. Il y avait beaucoup de gens, il y avait beaucoup de bonne volonté. J'étais un des plus actifs. Et à force qu'on fasse intervenir toute forme de puissance, le président Kérékou a fini par comprendre qu'il valait mieux qu'il fasse revenir tout le monde et qu'on s'asseye en réalité pour mettre sur une table tout ce qui ne va pas. Il a fait prendre une loi d'amnistie pour permettre à ceux qui sont dehors de rentrer. Mais il a pris la loi d'amnistie, 3 mois après, personne n'est rentré. Personne n'est rentré. Tout le monde avait peur. Mais vous avez demandé l'amnistie, il a amnistié, rentré. Personne ne voulait rentrer. C'est ainsi. Alors, la loi d'amnistie, j'étais le premier sur la liste. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est mon nom qui était en tête. Je me suis dit, mais ils m'ont mis en tête parce que je suis le condamné à mort dont ils ont besoin. Mais on a fait des démarches à l'extérieur, avec les pays amis, avec les gouvernements amis, avec les autorités ici aussi.
Et un jour, le président Bongo, paix à son âme, m'a dit, mais tu nous as fatigués ici parce que tu voulais l'amnistie, et puis 3 mois après, tu es encore là. Il faut que tu partes. C'est ainsi qu'on m'a affrété un avion. J'étais tout seul, avec un officier dedans. Je suis arrivé ici tout seul, le premier, pour montrer à tout le monde que la volonté du président Kérékou d'amnistier est une volonté fondée. Mes amis, lorsque l'avion m'a déposé ici, je tremblais comme une feuille. Parce que ça faisait 15 années que je suis parti. Je ne connaissais pas le président Kérékou, je l'avais vu à peine une fois ou deux. Il m'a reçu immédiatement. C'était un vendredi. Je suis resté une demi-heure avec lui. Il voulait que je passe le week-end. Il dit, mon général, excusez-moi, il faut que je parte immédiatement. Permettez-moi d'aller sur la tombe de mon papa et sur la tombe de ma maman que je n'ai pas pu enterrer parce qu'ils sont morts pendant que j'étais en exil. Et laissez-moi partir. On se verra plus tard. Et c'est comme ça qu'au bout d'une heure, je suis rentré encore dans l'avion et je suis parti. Mais ça a eu l'avantage de provoquer un déclic. Ceux qui étaient à l'extérieur ont compris que la volonté d'amnistie était une volonté réelle et qu'on pouvait rentrer. Alors maintenant, il a fallu préparer la conférence nationale. Qu'est-ce qu'on va dire là-bas? On va dire le marxisme-léninisme à bas, on n'en veut plus. Le PRPB, parti unique, on n'en veut plus. Les libertés démocratiques, c'est ça on veut. L'état de droit, c'est ça on veut. Le libéralisme économique, c'est ça qu'on veut. Voilà la conférence nationale. Mais une fois que vous avez dit ça, qu'est-ce que vous faites de Kérékou? Qu'est-ce que vous faites de celui qui est là? Alors, j'ai encore pris ma plume. J'ai fait un article dans Jeune Afrique, une interview, pour dire, mais si le général Kérékou accepte de dissoudre le PRPB, de dissoudre, de renoncer à la conférence, au marxisme-léninisme, de faire la liberté, la démocratie, le libéralisme économique, le libéralisme politique, s'il fait tout ça, il va rester. Ah! Imaginez le scandale que c'est d'avoir mis, il va rester. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du scandale que ça a causé. Parce que ceux qui sont les opposants et qui aspirent à occuper son poste n'entendent pas qu'il reste. Ceux qui sont ses partisans n'entendent pas qu'il parte. Et donc je me suis retrouvé entre deux chaises. Mais les faits m'ont donné raison. Lorsque nous avons été à la conférence nationale, que Kérékou a accepté les différentes conditions, les plus virulents ont dit il faut qu'il parte. C'est là où il a dit je ne partirai pas. Et il n'est pas parti. Et tout ce qui a été décidé et voté par la conférence nationale, il l'a accepté, il l'a adopté, il est resté, il a fait la transition 1 an avec à ce côté un Premier ministre qui était le président Sougoulou. Voilà la conférence nationale. Mais avant qu'on en arrive là, que de souffrances pour le peuple, que de sacrifices, que de morts, que de blessés, que de travailleurs restés sans salaire, que de risques pris par les membres du PCB. Il faut le dire, ils ont eu un rôle important. C'est pour vous dire que la conférence nationale n'est pas le dîner de gala qu'on vous présente. Non. C'est le prix que nous avons payé
pour la liberté. Et aujourd'hui, ce qui me désole, c'est que la plupart des jeunes, et ce n'est pas de votre faute, c'est la faute de notre génération, ne savent pas vraiment ce que c'est. Qui parmi vous sait où est Segbana? Ah, il y a 3 ou 4 doigts qui se lèvent. Ils savent au moins ce que c'est, Segbana. Au moins ce que c'est. C'est l'endroit où on déportait les opposants. C'est la sous-préfecture, on déportait les opposants. Doja, PCO, c'est là où on torturait les gens. Donc c'est pour vous dire que la conférence nationale, c'est le produit des sacrifices, des souffrances, des morts de notre peuple. Et que ça mérite d'être pris en considération mieux qu'on le fait actuellement. Moi, je le déplore. Aujourd'hui, non seulement pas grand monde ne sait ce que c'est que Segbana, Doja, PCO, on ne sait pas où c'est. Mais même l'endroit où la conférence nationale s'est réunie, combien d'entre vous savent où c'est? C'est au PLM Alédio, au quartier Jacques. Aujourd'hui, ça a été rasé. C'est une faute contre la mémoire. Moi, j'étais dernièrement à Paris pour aller voir une exposition de peinture des peintres béninois. Et cette exposition a eu lieu à un endroit qu'on appelle la conciergerie. La conciergerie, c'était un palais, puis après c'est devenu une prison. Et c'est là où la reine de France, Marie-Antoinette, a été enfermée. C'est là où elle a passé sa dernière nuit avant d'aller à la guillotine où on lui a coupé la tête. Mais quand j'ai été à la conciergerie, eh bien, on m'a montré l'endroit où elle était détenue. L'endroit où elle a passé sa dernière nuit, on en a fait une chapelle. Et pourtant, après la révolution de 1789, il y a eu la Restauration, il y a eu la République, il y a eu encore l'Empire, il y a eu d'autres régimes qui ont combattu la royauté. Et pourtant, ce lieu est devenu un lieu de mémoire, ça a été préservé. Nous, ici, qu'est-ce que nous avons comme lieu de mémoire de ces souffrances que notre peuple a endurées? Donc, je vous comprends, les jeunes, quand vous pensez que la liberté, c'est quelque chose qui a été acquis comme ça, un cadeau. Non, ce n'est pas un cadeau. Si vous n'avez pas vous-même participé à ce combat, vous êtes les bénéficiaires de ce combat et vous avez le devoir de le préserver, de le conserver. Là, je vois que plus personne ne dit rien, tout le monde me regarde. Mais c'est la vérité. Je ne vous fais pas de reproche, c'était à nous qui avons fait la conférence nationale de dire dans les manuels scolaires, il doit y avoir des programmes qui parlent de la lutte de notre peuple en ce moment-là et de la conférence nationale. Non pas pour se venger, nous avions dit c'est la réconciliation, mais il faut qu'on sache ce qui s'est passé. Oh, vous ne savez rien. Alors, vous m'excuserez de dire ce que je vais dire. Vous savez, la liberté a un prix. Et les régimes de liberté sont les régimes les plus fragiles qui soient au monde. Depuis que nous sommes en train de parler, nous serions déjà passés d'un régime de liberté à un régime de dictature. Il suffit que des gens prennent un fusil et puis c'est fini. En 10 minutes, le problème est réglé. Donc c'est un régime fragile. Nous devons nous considérer tous comme des combattants de la liberté, des combattants de la démocratie. Veiller à ce que les droits soient respectés. Ça ne vous intéresse pas ce que je dis. Il faut que ça vous intéresse. Il faut que ça vous intéresse. Il faut que ça vous intéresse, chers amis. Il faut que ça vous intéresse. Parce que le jour où vous n'avez plus la liberté,
vous verrez qu'il y a quelque chose qui va vous manquer. Quand j'étais en exil, je rencontrais des amis à Paris. Quand ils me voyaient venir, ils changeaient de trottoir pour ne pas avoir à me saluer, parce qu'ils avaient peur que quelqu'un d'autre les voit en train de me saluer et aille faire rapport. C'était avant la conférence nationale. Mais aujourd'hui, j'étais à Paris dernièrement, j'ai vu une dame que je connaissais dans un restaurant, elle mangeait. Je suis venu pour manger. Je n'ai pas voulu m'approcher d'elle parce que je me suis dit, je suis plus âgé qu'elle, c'est à elle de venir me saluer. Elle n'est pas venue. J'ai mangé. Et moi, j'ai été ensuite la saluer. Elle m'a dit, Président, je vous ai reconnu, mais je n'ai pas voulu vous saluer parce que si on me voit en train de vous parler, peut-être que quelqu'un irait faire rapport à Cotonou l'été dernier. Je ne veux pas dire son nom. Alors moi, mon idéal à moi, c'est qu'il n'y ait plus d'exilés. Il n'y ait plus de prisonniers politiques. Ce n'est pas irréalisable, puisque après la conférence nationale, Kérékou et Soglo sont restés là. Il n'y a pas eu d'exilés, il n'y a pas eu de prisonniers politiques. Yahi Boni est arrivé, il n'y a pas eu d'exilés politiques. Pourquoi maintenant il y a des exilés politiques? Pourquoi maintenant il y a des prisonniers politiques? Notre devoir est de faire en sorte de plaider pour que ces personnes puissent revenir dans leur pays, pour que ces prisonniers puissent sortir, car c'est ensemble que nous construirons le Bénin. Voilà ma philosophie. Alors, d'avoir dit cela, vous savez ce que ça me coûte, hein, ça. J'ai eu je ne peux même pas dire tout ce que j'ai entendu dire sur mon compte. S'il est sénile, il est vénal, il est ceci. Est-ce que ce que j'ai dit là, depuis que je parle là, est-ce que ce n'est pas cohérent ce que je dis? Mais c'est ma conviction. Et ce n'est pas d'aujourd'hui, cette conviction. Ce n'est pas d'aujourd'hui, c'est depuis ma jeunesse que je dis ça. Donc je vous demande à vous les jeunes de nous soutenir sur ce point. Voyez-vous, lorsque l'on s'approche des échéances électorales, et ça va être le cas du Bénin, il faut faire très attention pour ne pas prendre des mesures chrysogènes, des mesures qui entraînent le pays dans des crises. Actuellement, il y a une loi, la loi électorale. J'ai écouté ce qu'on a dit pour, ce qu'on a dit contre, j'ai écouté. Je pense que la meilleure des lois électorales, ce sont les lois qui font consensus. Parce que quand il y a une catégorie de la population qui se sent frustrée par la loi électorale, c'est une crise concrète. Mon point de vue est, je le répète, qu'il faut réviser cette loi électorale pour permettre à un maximum de Béninois de se sentir concernés par les élections. Ensuite, les candidatures. Mais nous sommes des Béninois, nous sommes tous des Béninois. C'est la Constitution qui nous donne le droit d'être président de la République, d'être candidat à la présidence de la République. Mais il faut permettre à tous les Béninois qui estiment qu'ils ont la capacité de devenir président de la République, il faut leur permettre de se présenter. Le peuple dira qui est bon parmi eux. Mais dire, mais tel ne peut pas être candidat,
un tel ne sera pas candidat. C'est moi qui vais choisir le candidat. Non. Non. Les amis, ne soyez pas choqués par ce que je dis. C'est ce que je pense. Et partout où je passerai, je le dirai. Je le dirai. Laissez les gens être candidats. Le peuple dira qui est bon, qui n'est pas bon. Mais à dire un tel ne le sera pas, et on prend des dispositions pour l'empêcher d'y être. Un tel autre ne sera pas, on le chasse de ses attributions, etc. Et on va créer des problèmes, on va créer des crises dans un pays qui a déjà des crises, puisque en 2019, nous avons fait des élections Wakala. Alors que jusque-là, comme l'a dit tout à l'heure, comment il s'appelle, le jeune directeur qui a parlé tout à l'heure, mais nous faisions nos élections, ce n'était même pas chose, comment on dirait, il n'y avait même pas de liste électorale, comment vous appelez ça, informatisée. Nous faisions notre chose sous l'arbre, là, on écrivait entre nous. Ceux qui pouvaient tricher plus que vous, trichaient plus que vous. Et puis après, on regardait, on était fâchés. Et puis après, on dit, bon, écoutez, c'est le pays, on accepte ça comme ça. Et puis le pays, c'est fini. Bon, on n'en arrivera plus là. Mais le pays n'est pas mort pour ça. Alors oui, il faut faire en sorte que ça se passe dans le calme. Et puis, 10%, 20%. Ce qui est terrible au Bénin, c'est que quand une mesure frappe quelqu'un, tous les autres se taisent. Ils ne disent rien. Jusqu'à ce que ça les frappe aussi. Une mesure plus forte les frappe aussi. Alors, écrit. Aujourd'hui, nous sommes à 20%. Hein? Ceux qui sont sûrs d'avoir les 20%, ils ne disent rien. Si on dit demain c'est 30%, ils vont commencer à crier. Non, prenons des mesures applicables à tout le monde pour éviter les crises. Je sais qu'il y a des gens ici qui sont de bords différents, d'obédience différente. Moi, je ne suis dans mon fort intérieur d'obédience et de la paix. Bon, et puis on dit qu'il y a des partis, on les met à l'écart, ce parti-là ne peut pas y aller. Non, il faut que l'opposition puisse aller aux élections. Il n'y a pas de démocratie sans opposition. Il faut forcément que l'opposition aille aux élections, que les résultats soient des résultats francs, de vrais résultats, sans fraude, équitables. Mais il faut que l'opposition aille aux élections. Si l'opposition ne va pas aux élections, est-ce que nous pouvons parler de démocratie? Si nous faisons les élections et que c'est un seul parti politique qui a des députés, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est la démocratie? Non. Je vais être bref pour vous laisser poser des questions. Alors je vais vous bref parler pour vous laisser poser des questions. Je voulais que vous sachiez quel homme je suis. Mon idéologie, encore une fois, c'est la liberté. Plus on accorde de liberté aux gens, et mieux ça vaut. Mon idéologie, c'est la paix. Plus notre pays est en paix, et mieux ça vaut. Le développement arrivera après. Voilà en gros ce que je voulais vous dire sur la démocratie, sur la liberté, sur l'état de déroger à mes principes. Je vous remercie.